Voici Léonard de France. C'est un autoportrait réalisé en 1791, il a alors 56 ans. C'est un artiste, peintre et voyageur qui a vu Rome et d'une grande sensibilité sociale, à tel point d'ailleurs qu'il adhéra, comme beaucoup d'autres, aux idées généreuses de la Révolution. Hélas, cette âme ouverte au monde laissera dans l'histoire de Liège, sa patrie aimée, non pas la trace d'un artiste moderne et doué, mais celle détestée d'un destructeur. Léonard de France serait bien étonné aujourd'hui d'être traité si mal par la postérité. Dans son esprit, la destruction de la cathédrale Saint-Lambert était un coup de pied au privilège et un coup de pouce à la modernité. L'édifice, pour imposant, majestueux et vénérable qu'il fût, représentait l'oppression, celle infligée depuis des siècles par l'Église. À Liège, la source de tous les maux, c'était l'Église. À Liège, depuis toujours, c'étaient les prêtres, les patrons. Et en 1789, les Liégeois en avaient assez de ces maîtres. Ils se mirent, dans une rage incontrôlable, à briser toutes les représentations de l'ancien esclavage. On le regrette aujourd'hui en raison des pertes irréparables subies par notre patrimoine. Mais comment ne pas comprendre cette soif soudaine de progrès et de liberté? La Révolution voulut donc venger le peuple de ses anciens tyrans. Mais quel saccage fut plus terrible, plus profond, plus symbolique que celui de la cathédrale Saint-Lambert, héritière de la basilique mérovingienne, de l'église carolingienne, de la cathédrale de Nogé et de la cathédrale gothique. Saccage d'autant plus déroutant qu'il ne fut pas l'œuvre d'une armée d'envahisseurs, mais le travail méthodique et réfléchi de plusieurs générations de Liégeois. Ah, ça ira, ça ira, ça ira. Dis, c'était pas à Paris la Révolution? Ah, si tu penses à la Bastille, oui, mais le mouvement s'est répandu. À Liège, les révolutionnaires ont pris la cathédrale. Non, pas du tout, mais symboliquement, détruire la cathédrale, c'est un peu comme prendre la Bastille, puis la détruire. Les événements de Paris qui avaient embrasé la France durant l'été de 1789 avaient trouvé à Liège, où vivaient des masses indigentes fort nombreuses, un enthousiasme fraternel. La Révolution devint liégeoise, et au bout de quelques soubresauts et défaites, les victoires françaises firent entrer la principauté dans le giron de la République. Le dernier prince-évêque, François de Méan, élu au milieu de cette tourmente, dut partir avec les derniers fourgons autrichiens. C'en était fini de la dépendance de Liège, mais c'était pour l'immense majorité des habitants, dont la misère était fort grande, la promesse de lendemain qui chante. Le 19 février 1793, l'administration centrale provisoire du ci-devant pays de Liège déclarait la démolition de la cathédrale. On voit ici le funeste décret. Léonard de France, artiste renommé, fut chargé de l'exécution. Dans le procès-verbal de la séance, on ne peut lire qui fut l'auteur d'une proposition si véhémente, mais on comprend que la cathédrale apparaissait aux patriotes comme une autre Bastille. En décembre 1792, le bâtiment avait déjà été vidé de ses meubles précieux, de ses trésors, de ses riches ornements. En mars de l'année suivante, 3 caisses remplies d'or et de pierres précieuses avaient pris la route de Lille. L'opération de démolition proprement dite, retardée par les va-et-vient des armées d'occupation, démarra véritablement avec le retour des Français en 1794. Dès le 3 août, le plomb de la toiture était fondu pour fabriquer des balles. Les boiseries furent ensuite arrachées pour servir au siège de Maastricht, à la construction de passerelles en bois sur la Meuse ou pour alimenter en combustible les fours des boulangers. Restait le squelette de pierre encombrant paysage minéral. En septembre 1794, il fut décidé de le désosser et Léonard de France apparut alors pour présider la commission de démolition.
Et personne n'a levé la main pour dire qu'il était contre. Au contraire, l'enthousiasme était général. Tout le monde était d'accord. Sûrement pas, mais c'était dans l'air du temps. L'ère de la destruction. Mais tu sais, le public d'alors n'était pas sensible à l'histoire comme aujourd'hui. Le peuple fut appelé à participer à la destruction du monument. Les matériaux récupérés, pensait-on, pouvaient aider à réparer les dégâts du bombardement du quartier d'Amercœur par les Autrichiens. Léonard de France se mit au travail avec application. En juillet 1795, ayant déjà converti les cloches, il entreprenait la destruction de la grande tour. En octobre, il ne restait plus au cœur de Liège qu'une carcasse, certes hideuse, mais qui dégageait un espace énorme dont le peuple pourrait jouir. Les Liégeois furent invités à se servir. Pendant des années, on vit des maçons du dimanche déblayer les ruines à la recherche de blocs, de pavés et de marbre gratuits. Léonard de France, disparu en 1805, ne put voir achever ce chantier qui absorba plus de 30 années d'efforts. On peut difficilement douter, au regard d'une telle opiniâtreté à le détruire, que ce monument n'était aux yeux des Liégeois qu'un simple chef-d'œuvre de l'architecture médiévale. Il était regardé comme une injure à leur liberté. Un historien a écrit « Ce n'est pas à la destruction de la Bastille qu'il faut associer celle de la cathédrale Saint-Lambert, mais à l'exécution de Louis XVI. Aux yeux des juges d'un roi, il ne s'agit pas d'exécuter un condamné, ni même à la limite de punir un individu coupable de crime, mais de se débarrasser d'un principe. Il n'empêche que la mémoire de Léonard de France a depuis été copieusement sifflée par la quasi-totalité des historiens de Liège, qui le considèrent comme un profanateur, pour garder l'expression la moins fleurie. Ainsi s'achevait, avec le décret de la Convention et le désossage du grand édifice, une histoire qui avait duré plus de 1000 ans. Par la suite, les Liégeois partagèrent un destin commun avec les Français, puis avec les Hollandais, et enfin avec les autres sujets d'un nouveau royaume de Belgique. Sur la place Saint-Lambert, désormais dégagée, 16 piliers de fer dessinent aujourd'hui aux yeux des badauds le fantôme du grand vaisseau de pierre. En mai 2000, au son du Carmina Burana de l'Opéra Royal, un chœur de toile rassemblait 20 000 spectateurs et faisait un tabac pour une résurrection de papier.